gustaría romper el hielo con una preguntita. Su cine descansa en una metodología que ha ido evolucionando a lo largo de los años, que ha posibilitado esa metodología retratar, capturar momentos de intimidad verdaderamente sorprendentes, ya sea por la dificultad del acceso hacia el objeto documentado o por los mecanismos de defensa que todos tenemos a la hora de dejar mostrarnos tal y como somos. ¿Cómo ha construido esta metodología a lo largo de los años? Bonjour. La méthodologie que nous avons instaurée, Claudine et moi, elle repose beaucoup sur la conversation. Donc en fait, elle repose sur, je vais prendre un mot très dur, mais c'est le seul que je connaisse, sur une embuscade. L'embuscade. C'est un petit peu militaire, mais c'est voilà, c'est pas du tout mon propos. J'ai pas envie de tuer les gens, mais c'est l'embuscade. L'embuscade, il y a un moment où il y a une pièce, un lieu, un passage qui peut être très court, où les gens livrent une parole unique, qui repose beaucoup sur la première fois qu'on raconte une histoire. Donc c'est là que nous avons souvent... alors nous avons évolué avec Claudine parce que quelquefois nous avons tourné à la main comme ça, dans des pièces où les gens arrivaient avec les pompiers, je pense à Urgence, et arrivaient avec les pompiers, il y avait un psychiatre qui leur disait « Qu'est-ce que je peux vous faire ?» et vous aider. Et puis d'autres moments où ça a été plus statique, comme Délit flagrant, où les gens arrivaient... avec la police. Donc à chaque fois, ça a toujours été de tourner dans le lieu où se produisait cette parole. C'est ce que moi j'appelle la définition de la war room. C'est une définition américaine du cinéma direct. C'est-à-dire qu'il y a, paraît-il, à Washington, une pièce à la Maison, ou à la Maison Blanche plutôt, oui, à la Maison Blanche, où il y a tous les, on le voit un peu dans le film de Kubrick, où tout le président de la République discute avec les militaires. Voilà, pour la stratégie, pour faire la guerre. Et cette pièce, effectivement, cette pièce est unique au monde, et c'est le principe de l'unité de parole. Là, c'est là la parole. C'est là où la parole se passe. Elle repose beaucoup sur un cinéma qui est fait avec du son synchrone. Voilà. Donc c'est ça. Après, effectivement, il y a des films que nous avons fait avec Claudine. Il n'y avait pas cette war room, mais on retrouvait ça un peu dans les cuisines chez les paysans. On retrouvait ça voilà, dans d'autres endroits où, effectivement, c'était là le principe. Donc c'est ça, le principe, mon principe à moi, qui n'est pas celui des Américains, mais c'est celui le mien, qui est cet endroit qui peut être... et dans le dernier film, là, vous voyez, c'est le bureau la salle des audiences. Oui, je crois que notre cinéma a évolué. Quand j'ai rencontré Raymond, il faisait des films tout seul avec un micro sur la caméra. Et je pense que j'ai pu travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui écoute bien. Et petit à petit, il m'a laissé de plus en plus de place et j'ai installé de plus en plus de sons. Donc à la fois, j'ai pu... Au début, il ne voulait même pas que je mette des micro-émetteurs. C'était interdit. Et petit à petit, là, il m'a laissé travailler. Donc on a fini sur un film comme 10e chambre avec 14 micros. Et maintenant, on a Alexandre Desplat qui compose pour nous. Donc il a laissé venir la bande-son dans son cinéma qui ramène, je pense, un côté un peu plus onirique que le réel pur que l'on pouvait avoir, mais qui était très beau aussi. L'importance de la parole est toujours capitale chez nous, et on travaille beaucoup sur la qualité d'écoute du spectateur. On passe beaucoup de temps à travailler sur qu'est-ce que vous allez entendre, vous n'allez pas entendre, et pourquoi chaque syllabe est analysée. Et
pour nous, c'est très important que le spectateur ait confiance dans ce qu'il entend. Parce que on donne la parole à des gens qui sont démunis, qui n'ont pas du tout à qui on donne jamais la parole. Et c'est important de les enregistrer encore mieux que les grands acteurs. Il faut que vous ayez complètement confiance en ce qu'ils disent et que vous entendiez leurs paroles que vous entendez jamais. Les gens que vous avez vus, moi je les avais jamais vus avant. Personne ne les avait vus. On va dans des endroits qui sont très difficiles d'accès et des personnes nous font confiance. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est ramener une très grande qualité d'écoute et que le film dure dans le temps, que dans 20 ans, vous regardiez le film et que vous ne disiez pas « Oh là là, le son, il est pourri, l'image, elle est pourrie, c'est nul ». Il faut que cette parole, on puisse l'entendre et qu'elle reste. Alguna vez he leído una declaración suya diciendo que la principal diferencia para usted, que supongo que será extensible también para los dos, entre la fotografía y el cine, precisamente es la palabra y el sonido. Respecto a lo que dicen sobre la palabra, la importancia de la palabra, hay una cosa, y ahora ya doy paso a las siguientes preguntas, hay una cosa para mí me parece muy importante en sus películas, que es relacionado con la palabra, que son las historias. Parece que las personas somos realmente historias, y si no contamos esa historia, si no dejamos en algún lugar constancia de esas historias, ¿no? Ya sean las nuestras o las de otras personas, parece que no existimos, no dejamos ningún rastro. ¿Qué es lo que les lleva a interesarse por estos personajes o estos entornos? Son verdaderamente los deseos de capturar y de dejar reflejado estas historias de personas anónimas. Oui, sans doute, oui. Moi, je viens de la photographie, je suis toujours photographe. Et c'est vrai que je me suis très vite aperçu que la différence entre le cinéma et la photo, dans ma filmographie, il y a quelques films de photographes, bien sûr, notamment dans le désert, des films un peu muets comme ça, parce que j'étais toujours en admiration devant un certain cinéma, notamment le cinéma muet, soviétique et tout ça. Et c'est vrai que quand on tourne dans le désert, dans une tempête de sable, c'est difficile de faire du son et de la parole. Mais aussi... voilà, donc je me suis aperçu très vite qu'il fallait que cet art qui est le son synchrone, je suis né vraiment avec le son synchrone. Moi, j'ai commencé donc en 1960, c'était la révolution, parce que la révolution, la vraie révolution, elle a été là. C'est une révolution que personne n'a, comme toujours, n'a entendu parler. C'est l'absence de câble entre le micro, entre le magnétophone et la caméra. Ça a été inventé dans les années 60 et ça a été une liberté. Le caméraman est parti là-bas et l'ingénieur du son est parti là-bas. Alors des fois, ça donnait des films un peu bizarres, mais ça a été vraiment... Alors, à partir de là, moi, j'ai effectivement tourné un film qui a été important pour moi. C'était le film que j'ai fait sur la campagne de M. Giscard d'Estaing, où j'avais quand même déjà cette notion... bien sûr, de tourner la parole qu'il donnait, c'est-à-dire voilà, les moments faibles, les temps faibles, c'est-à-dire les trucs dans une voiture, dans une petite pièce en attendant de passer à faire un meeting, dans un restaurant, des choses que la télévision n'enregistrait pas. Et puis de laisser tourner sur des choses qui n'avaient aucun intérêt. Parce que le cinéma, à la différence de la photo, c'est quelque chose qu'il faut tourner avant. C'est complètement l'inverse de l'instant décisif. C'est-à-dire que la photo, il faut avoir le démarrage. Le cinéma, pardon. Le cinéma, il faut avoir le démarrage de la scène. Et pour avoir le démarrage, il faut tourner à des moments où il ne se passe rien. Ça n'a aucun intérêt. Et à l'époque, c'était en cinéma, en film, donc il y avait un côté comme ça, presque une croyance, un fétichisme, je ne sais pas quoi, de dire, j'attends.
et je tourne. Ça n'a rien à voir avec la photo, où la photo, on attend le moment. Et là, de seul coup, la personne commence à dire, il commence à se repeigner, et commence à dire, voilà, il commence à... Voilà, et une scène dans une voiture, comme ça, naît une séquence. Et c'est ça qui était le plus difficile, parce qu'il faut vraiment y croire. Et moi, au début, je n'y croyais pas non plus, comme tout le monde. Je n'avais pas l'expérience, comme n'importe quel cinéaste. Et simplement, j'avais dit au candidat, M. Giscard d'Estaing, j'ai dit, je voyais bien que ça n'avait aucun intérêt ce que je filmais, puisque c'était des meetings, ça n'a aucun intérêt, les meetings. J'ai dit, moi, je veux être dans une voiture. Je veux être dans une réunion. Je veux ça. Et sinon, j'arrête le film. Ah non, n'arrêtez pas. Donc, j'ai dit, voilà. Et donc, j'ai eu comme ça des moments qu'on pourrait appeler des moments où, d'ordinaire, les caméras ne rentrent pas. Et c'est ça après, j'ai reporté le même système avec des choses comme ça. Avec Claudine, on a filmé... des scènes comme ça avec des gens, peu importe, qui souffrent bien sûr ou qui ont des choses à dire et c'est qu'ils le disent pour la première ou la deuxième fois. Et c'est très important. Raymond est très modeste parce qu'il parle d'image, de son, mais en fait, l'air de rien, il est très politique et il est très intéressé par la politique. Et la politique, c'est aussi le quotidien. C'est un fin connaisseur de la presse et de la politique. Mais cette façon de parler des gens, que ce soit de la justice, de la psychiatrie et de ce qui peut nous advenir à nous ou à un autre voisin, c'est extrêmement politique. Sans avoir un message, on n'a pas de leçon à donner. C'est pas le juge contre le malade contre le juge. On est dans la bienveillance. On fait juste ouvrir une fenêtre dans des endroits où on n'a jamais le droit d'aller. Et ça, c'est quelque chose de très engagé. Le cinéma de Raymond est engagé. Abrimos el turno de preguntas. Basta con que levantéis la mano. Tenemos una por ahí arriba. Subirán con un micrófono, un segundito. Merci. Moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez évoquer avec ce film? Et puis, deuxièmement, en termes de spéculation, est-ce que vous avez une vision d'une sorte d'évolution de ce genre de situation dans le système courant en France, par exemple? Est-ce que vous aviez une vision de comment respecter ou comment mieux intégrer ces genres de situations? Oui, bien sûr. J'ai fait 2 films sur la psychiatrie, dont l'un à Venise et l'autre à Paris, l'Hôtel Dieu, Urgence, et l'autre, Premier Saint-Clément. Je voulais... Et là, ce film-là, je voulais bien revenir sur un film sur la psychiatrie, mais je ne savais pas quoi. Et donc, c'est vrai que c'est arrivé de cette nouvelle loi qui oblige les hôpitaux à installer des salles d'audience foraines, c'est le terme exact, donc qui sortent du palais de justice, mais qui se déplacent à l'hôpital, m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que l'évolution, elle est incroyable dans la psychiatrie, parce que j'ai fait partie, moi, dans les années 78, 79 et 80, j'ai filmé les hôpitaux psychiatriques. C'était terrible en Italie, parce que je ne pouvais pas en France, je ne pouvais pas ailleurs, mais en Italie, on m'a laissé faire des photos avec les grands psychiatres, et avec cette idée, notamment Basaglia m'avait dit: il faut que tu fasses des photos, parce que sinon on ne va pas nous croire, au sens que on va dire c'est faux. Et moi, j'y croyais pas tout à fait quand il m'a dit ça, cette phrase, en disant ils vont nous dire qu'on a inventé.
les hôpitaux psychiatriques. Et c'est vrai que la situation était terrible. Et là, quand on voit à Lyon, dans un hôpital psychiatrique normal, que maintenant, dans les unités, cette petite anecdote que je vous raconte, qu'on ne voit pas dans le film, parce qu'elle est purement anecdotique, que c'est les infirmiers qui sont enfermés dans une cage de verre et que tous les patients, les 25 patients d'unité, ont la clé, ont une clé numérique. Et donc, ils sont en liberté dans leur service. Donc, ils ont leur clé avec leur chambre. Et les choses se sont inversées, quoi. C'est-à-dire que les deux infirmiers qui sont de service sont enfermés dans une cage de verre. Donc c'est complètement nouveau, mais tout ça relève de quelque chose comment peut-on filmer ça? Peut-être que la chose qui était le plus surprenant quand j'ai vu un petit peu le dispositif à Lyon, c'était les gros plans. J'avais jamais pu filmer des gros plans. J'aurais jamais osé d'ailleurs faire des gros plans des gens. Ces gros plans très particuliers puisqu'ils ne clignent pas des yeux, souvent les malades, parce qu'ils sont sous traitement médical et qui a cette particularité que faire que les gens ne clignent pas des yeux. Le regard, quoi. J'avais jamais vu des regards comme ça. Et la pièce où on a tourné était une pièce relativement ingrate, vraiment comme un bureau sans intérêt, un peu bruyant, où ils avaient mis comme ça 2 bureaux côte à côte. Le juge avait un peu peur quand même. Il y avait une porte derrière lui ou derrière elle, toujours ouverte en cas d'agression. Et c'était le gros plan. Alors l'évolution, elle est là. C'est-à-dire que pour la première fois, moi j'ai vu effectivement un début d'évolution, puisqu'on commence à écouter les patients. C'est pas tellement sans la présence du psy, c'était simplement pour voir le psy est un monsieur qui fait son travail, mais c'était intéressant de l'écouter sans la présence du psy, quoi. Donc c'est une évolution. Je pense que quand on verra ce film dans quelques années, plus tard, on dira mais c'était encore une méthode très archaïque. Oui, moi, ce qui m'a frappé quand on est arrivé dans l'hôpital, c'est la bienveillance du personnel soignant avec les patients. Je ne sais pas si ça se ressent, parce que là, le film, il est réducteur, forcément. C'est 1h30, mais il y a quand même... ces gens sont en souffrance, et il y a une écoute, il y a une parole. Donc, effectivement, c'est un film qui parle de la liberté et de l'enfermement. Mais on a voulu, nous, dans ce film, déstigmatiser les malades et la psychiatrie en général. Enfin, c'est une tentative. Mais on n'a pas pu s'empêcher de parler de l'enfermement et de la liberté, qui est le propos principal. Là, tout à l'heure, j'ai fait une interview avec des journalistes, peu importe, et j'ai rien dit parce que je suis bien élevé, et qui n'arrêtaient pas de m'attaquer sur le cinéma vérité, sur le cinéma documentaire, sur le mensonge du documentaire, sur la perturbation que peut provoquer la caméra dans un lieu comme ça. J'ai rien dit. Mais je leur ai dit, moi, je connais bien les films de fiction. Je ne sais pas si sans doute, vous les connaissez tous. On les connaît tous. Les grands films de fiction sur la psychiatrie, c'est des films extrêmement menteurs. Vol au-dessus d'un nid coucou, Choc Corridor, tout ça, c'est des films scandaleux. Parce que c'est des films où ils montrent les fous encore plus fous qu'ils ne sont. C'est des films qui datent des années 50 et 60, 70 ou 50 plutôt. J'ai grand respect pour les metteurs en scène qui l'ont fait. Peut-être que c'était nécessaire, mais c'est du grand guignol. Et puis moi, je filme, je pose ma caméra dans un lieu quand même, et elle tourne sans lumière, il n'y a personne autour presque. Il n'y a rien. Les assistants sont dans l'autre pièce. Rien. Et puis on me dit que je triche, que je mens. Mais enfin, il ne faut pas quand même exagérer. Je ne sais pas qui est-ce qui ment. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'en 2017, il me semble qu'on ne peut plus faire des caricatures sur le fou.
Et c'est peut-être ça la chance de ce film pour moi, en tous les cas. J'ai 75 ans et c'est vrai que quand on est arrivé à l'hôpital psychiatrique, et comme tous les hôpitaux psychiatriques, on s'est tous trouvés comme ça dans une situation, même dans les transports en commun de n'importe quelle grande ville, dans des rames de métro ou dans des bus, on voit des malades qui sont en liberté, qui sont avec vous, à côté de vous, et d'un instinct tout à fait naturel qui est le nôtre, c'est qu'on ne les regarde pas. On ne fait pas trop attention à eux. Si ils s'adressent à vous, on essaie d'être discret, mais on sait bien que cette personne n'est pas normale. Et on le fait. Mais on ne les regarde pas, on passe à côté, on fait autre chose. Et c'est une chose qu'il faut faire. Et donc, moi, quand je suis arrivé avec Claudine dans l'hôpital psychiatrique, on était une équipe de 7 personnes quand même. Bon, voilà. En tous les cas, j'ai vu 2-3 personnes qui se tapaient la tête contre les murs ou qui faisaient des ronds, des parano déambulatoires. Vous savez, il y a 2 attitudes dans un hôpital psychiatrique, dans les cours, c'est soit les gens qui sont fixes, qui ne bougent pas, près d'un radiateur, ou comme ça, souvent d'un radiateur, qui sont dans un coin. Il y a une espèce d'immobilisme comme ça, une souffrance qui est immobile comme ça. Pas. Et puis il y en a d'autres qui sont parano-déambulatoires, je dis ça parce que c'est le terme qu'on m'a cité, et qui vont de la porte à la fenêtre, et qui ne bougent pas. Donc c'est vrai que je connais bien ça, et moi je me suis dit, c'est peut-être pas ça qu'il faut montrer dans ce film. Il faut aller doucement, il faut montrer quelque chose de peut-être plus anodin, il ne faut pas aller au spectaculaire. Et le fait que nous avions fait déjà 2 films avec Claudine, on s'est dit non, il faut aller doucement. Et c'est vrai que il y a une autre caricature aussi qui vient très vite, l'image de la psychiatrie, c'est les gens, est-ce que je peux faire un petit message à ma famille? Donc les gens viennent vers vous et disent « Bonjour maman, je voudrais te dire que je vais bien, j'espère te voir samedi, à bientôt, je t'embrasse, je t'aime. » Bon, on les tournait, on ne les a pas montés. Parce que ça les renfermait encore dans les clichés de la psychiatrie. Et là où j'étais surpris, c'est une scène qui a l'air de rien et qui nous a été provoquée par... Claudine m'a dit « Tiens, cette dame là-bas, on va bientôt la filmer. » Et j'ai dit à mon assistant, tu devrais aller lui payer un café. Donc on a été payé un café. Bon, voilà. Et puis les jours sont passés, et moi je faisais un plan comme ça, banal. Et puis d'un seul coup, cette personne fonce vers moi. Vous l'avez vu là tout à l'heure. Elle fonce vers moi et elle me dit merci pour le café. Et elle repart. Voilà, ça c'est du grand cinéma. C'est une scène qu'on ne peut pas mettre en scène, ça. On ne peut pas la construire, cette scène. Et ça suffit d'abord parce que cinématographique, j'ai une entrée de champ. C'est une personne qui va vers moi. Donc cinématographique, elle n'est pas filmée, elle n'est pas en pause. Elle n'attend pas que je la filme. Donc il n'y a pas de mise en scène. Et puis, elle est très particulière. Elle a cette tendresse, cette gentillesse. Et puis elle repart et tout. Voilà. Et puis après, on va savoir un peu mieux de son histoire. De sa fille qu'elle ne peut pas récupérer, qu'elle est à l'hôpital, etc. Donc voilà, c'est ça le cinéma. Donc c'est des petits miracles qui arrivent et qui arrivent d'une manière... Ça, c'est une scène moderne. Moi, je le dis d'autant plus que j'ai filmé dans Saint-Clément des gens qui, effectivement, étaient parano-déambulatoires ou restaient des heures contre un radiateur. Donc je pouvais me permettre, là, pour ce film, de ne pas faire de caricature. Voilà. Puisque là on s'adresse à des étudiants, je voudrais juste dire que la particularité de notre cinéma, c'est que le montage, on le fait en projection. C'est-à-dire qu'on ne reste pas assis devant l'écran de télé, on projette le film. On se met en situation de la salle de cinéma. Et le plaisir que vous avez à le voir aujourd'hui, c'est le plaisir qu'on a eu à découvrir le film à l'état des rushs. Aquí tenemos una preguntita. Hola, quería saber un poco más sobre... No, al principio habló de digamos, los recursos a la hora de acercarse a la gente del hospital y
nombró la palabra como emboscada militar y quería saber un poco más acerca de eso. Mais l'embuscade, je ne l'invente pas, là, puisque c'est l'institution qui la fabrique. Et a priori, elle la fabrique toujours, puisque que ça soit dans mes autres films, elle est toujours là. C'est-à-dire que on a commencé notre premier film, on a fait aux urgences de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, un grand hôpital normal de Paris. Et puis d'un seul coup, on nous avait raconté, moi j'avais tourné un film sur la police et je m'étais aperçu qu'il y avait des psychiatres qui arrivaient dans les urgences. Donc il y avait des gens qui arrivaient avec les pompiers ou la police et il y avait des psychiatres là. Je me suis dit, ah ça c'est intéressant, tiens pourquoi il y a des psychiatres? Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce film avec Claudine. Donc c'est des embuscades, donc voilà, les gens arrivent avec, ils ont mal aux pieds, une situation, et puis il y a un psychiatre, c'est facultatif bien sûr, qui dit, voilà, bonjour, je suis psychiatre, est-ce que je peux vous aider? Bon, les gens racontent leur vie ou racontent pas leur vie, et voilà, c'était l'idée. Donc l'embuscade, c'est l'institution qui la fabrique, c'est pas moi avec ma caméra, je me mets pas je vais pas un ciné-trottoir, je filme pas dans la rue. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'on cherche des situations où les gens sont en train de parler entre eux sans qu'on ait besoin de les interpeller. Donc c'est soit un prévenu avec un procureur, soit un psychiatre avec un malade, soit un juge avec un malade, et se mettre en embuscade dans des situations qui sont construites par l'institution. C'est pas nous qui construisons la situation. Oui, alors donc ça donne une parole qui ne répond pas à une interview ni un commentaire. Parce que qu'est-ce que c'est le cinéma direct? Enfin, comme on l'entend, et qui va peut-être sans doute évoluer, et qui est né un peu de ce cinéma, de la liberté entre le magnétophone et la caméra, et il repose beaucoup, un petit peu, par rapport aux méthodes des sociologues américains, qui ont été les premiers, notamment ceux de Palo Alto, qui ont dit il faut enregistrer la parole des gens dans la vie. Qui n'est pas forcément celle qui n'a rien à voir avec l'interview et qui passe pas par l'écrit et qui n'a rien à voir avec un dialogue d'un film qui est écrit au départ. Donc leur inquiétude de ces chercheurs de Palo Alto dans les années 80, c'était des gens, il y avait Gregory Bateson, il y avait beaucoup, ils étaient très inquiets que tous les films qu'on garde sur l'histoire de l'humanité, et on voyait les gens parler, et c'était les gens récitaient quelque chose qui avait été écrit. Et ils voyaient bien la différence entre la parole que nous avons tous les jours dans la rue, avec des amis, où justement ils avaient remarqué, les chercheurs de Palo Alto, qu'une personne normale répétait 7 fois la même chose. Donc c'est vrai que dans un film, quand on voit un film d'amour, de fiction, la personne dit « je t'aime », elle peut le dire au maximum 2 fois, mais ça ne va pas au-delà. Alors que dans la vie, on le dit 7 fois. Donc c'était intéressant. Et puis, cette faute de syntaxe, cette façon de fabriquer la langue, cette façon de parler, qui peut être insupportable pour des gens, mais qui est finalement une vérité. Et puis, quelquefois, les gens s'inscrivent, parlent très bien. D'où le succès, par exemple, d'un film qui était invisible pendant très très longtemps, qui s'appelle Chronique d'un été, qui a été fait par Edgar Morin, c'est un grand sociologue, et Jean Rouch, où Marceline Loridan, la femme de Joris Ivens, rescapée des camps d'Auschwitz, allait sur les grands boulevards avec un magnétophone, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de petit magnétophone, et qui disait, il posait une question aux gens sur les grands boulevards, est-ce que vous êtes heureux? C'est formidable, quoi, comme question. Et alors les gens, ils disaient, ah, est-ce que je suis heureux? Je ne sais pas. Et ils parlaient. Et d'un seul coup, cette parole se libérait. Ce n'était pas vraiment une interview. C'était simplement un prétexte pour les libérer pour parler. Donc c'est vrai que nous, on a enregistré sans arrêt plein de choses. Et vous l'avez vu dans ce film-là aussi, il y a des gens qui disent, mais à quoi vous servez là? Vous êtes le juge, mais à quoi vous servez? Et elle dit, je ne sais pas, peut-être pas à grand-chose, quoi. Donc ça ne s'invente pas, ça.
Ça ne s'invente pas. Ça pourrait s'écrire, effectivement. Ça pourrait se jouer par des très bons acteurs. Je peux imaginer Meryl Streep et puis, je ne sais pas, Depardieu, ou j'en sais rien, pourrait jouer les rôles. Mais en fait, c'est ça qui était la force. C'est d'enregistrer ce texte-là, qui est une parole extrêmement puissante et qui est, moi, je trouve, qui est importante de garder. Parce qu'on va croire s'apercevoir que les gens parlent comme dans les films. Oui et non. Non, ils ne parlent pas comme dans les films, les gens. Ils sont là. Donc, pour enregistrer cette parole-là, il faut être au bon endroit. Alors ici, en Espagne, c'est peut-être, je ne sais pas, avec un tel endroit. En France, c'est un autre endroit. En Amérique, c'est d'autres endroits. Donc, c'est pour ça que... Moi, par exemple, Délit flagrant que j'ai fait avec Claudine en 89, 90... 94, pardon. C'est un endroit que personne ne voyait. J'ai mis 7 ans à l'obtenir. Le juge, le procureur de la République, c'est un monsieur très puissant, bien sûr, mais je ne peux pas vous autoriser parce que c'est théoriquement anonyme. Parce que c'était un code qui avait été écrit par Napoléon et il y avait marqué c'est anonyme. La France en marche encore avec ces codes qui sont écrits il y a très longtemps. J'imagine en Espagne, c'est pareil. Le code civil, c'est écrit depuis très longtemps. Et donc les gens doivent rester anonymes. Et moi, à un moment donné, au bout de 6-7 ans, je lui dis mais j'ai une idée de profil. Et il m'a dit c'est génial. Le profil, je considère comme anonyme. Ouais, oui, donc les deux personnes étaient de profil, là, comme ça. Et c'est voilà comme ça que le film a été fait. Donc le profil est anonyme. On voyait bien que lui, il lui fallait une solution de secours. Il était procureur de la République. Et moi, une idée un peu artistique. Donc je les filmais pas de face, je les filmais de profil. Donc tout ça, c'était dans les sous-sols du palais de justice. Personne ne le voyait, voilà, on s'en foutait complètement. Et pourtant, c'était un endroit incroyable, puisque c'est là que le juge disait aux déférés, au gars qui arrivait avec des menottes, on lui enlevait les menottes, et le juge lui disait, voilà, je suis la société, et on vous reproche telle chose. Comme un peu, il y avait un roi, le Saint-Louis, paraît-il, qui faisait ça au pied d'un chêne en France au Moyen-Âge. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est d'être au pied du chêne, voilà, pour filmer ça. Alors cet endroit peut être différent, mais c'est parce qu'il y avait tellement de retard. Peut-être que maintenant, il faudra trouver autre chose. Je ne dis pas qu'il faut faire tout un cinéma là-dessus, toujours des films comme ça. Il y a peut-être d'autres choses. Par exemple, quand on a tourné 3 films sur les paysans, on n'avait pas d'embuscade. Il n'y avait pas d'embuscade. La seule embuscade que moi, je connaissais, qui m'était personnelle, c'était la cuisine. Parce que je venais de là. J'avais été élevé dans une ferme. Et la cuisine, vous le savez tous, vous avez tous été dans vos grands-parents, chez vos grands-parents, vous avez tous été à la campagne. La cuisine est ouverte et c'est la salle à manger, c'est la salle de discussion, c'est là où tout se passe. C'est là où on fait rentrer le vétérinaire, un représentant de commerce agricole. C'est là qu'on fait la soupe. C'est là que tout se passe. Donc c'est un peu aussi une sorte, entre parenthèses, d'embuscade. Donc c'est là où vous savez très bien qu'on ne peut pas rentrer comme ça chez les paysans facilement, mais j'avais leur autorisation. Et puis à un moment donné, bien sûr, et voilà, et c'est là où la parole se délie, se libère, l'embuscade. Peut-être en ville, ça serait la rue ou le café. Mais, on a fait un film juste avant celui-là qui s'appelle Les Habitants. Et on a on a donné la parole à des gens qui avaient déjà commencé la conversation. Et on leur demandait de monter dans une caravane qu'on avait aménagée en studio. Et l'idée était d'enregistrer la parole des Français tout autour de la France. On a fait le tour de France et les gens continuaient leur conversation devant nous. Et je pense que c'est important en Espagne aussi de garder cette parole, de faire cette démarche. Desgraciadamente no tenemos más tiempo, tenemos que dejarlo aquí porque sería, desde mi punto de vista, yo podría estar aquí horas y horas y horas preguntándoles cosas, autores de una filmografía absolutamente fascinante que os animo a que, si no la conocéis del todo, lo hagáis.
Ha sido un auténtico placer contar con su presencia aquí, de verdad. Muchísimas gracias a los dos.